Mais où est donc Ornicar? Une émission proposée et présentée par Jean-Louis Rioual. Ce qui définit l'esclavage, d'après Alain Testard, qui est un des grands spécialistes de la question aujourd'hui dans le monde, je pense qu'il a raison de définir comme ça sur la base du droit, sinon on se perd dans les... c'est pas universel. L'esclave, celui qui est exclu de la parenté, de la société et qui est exploité. Aujourd'hui, colonisation française et esclavage en Indochine. Les textes de Baudry et des autres, ce sont des militaires, des officiers coloniaux très compétents d'ailleurs à leur époque, des administrateurs, des juristes, et qui ont eu une expérience de l'Indochine et de la Chine du Sud. Or, nous nous sommes aperçus avec mon collègue Nicolas Lenné, qui prépare sa thèse sur ces questions concernant le Vietnam, nous nous sommes aperçus que la situation actuelle en 2008-2009 était très similaire à celle décrite par ces observateurs en 1880, en 1920, etc. Pour comprendre les situations présentes, il est souvent nécessaire de se plonger dans les récits du passé. C'est ce que nous faisons régulièrement dans cette émission et c'est ce que nous allons à nouveau faire maintenant. Si l'on ne dispose pas aujourd'hui de chiffres précis sur la traite des femmes et des enfants en Asie du Sud-Est, pour saisir ce phénomène très important, mettant en jeu des sommes considérables et des transferts de population inimaginables, il faut faire un pas en arrière, interroger la colonisation française en Indochine, questionner la période précoloniale. Quand les colons investissent la région du Sud-Vietnam entre 1858 et 1867, ils découvrent une situation particulière où l'esclavage s'impose comme un système dominant entre les différents peuples. Razzias, rapts, vente de personnes sont monnaie courante. André Baudry est un jeune enseignant quand il est nommé en 1926 en Indochine. Rapidement, il s'intéresse à l'histoire des populations avec lesquelles il vit. Ainsi apprend-il la présence de l'esclavage vivace dans cette partie du sud-est asiatique et le décrit dans plusieurs publications. La première en 1941 dans le bulletin de la Société des études indo-chinoises, agrémenté un peu plus tard dans un livre en 1943. Les ethnologues Nicolas Lenné et Pierre Leroux ont exhumé les textes du jeune professeur et viennent de les publier dans un livre « Bétail humain, la traite des femmes et des enfants en Indochine et en Chine du Sud » aux éditions Connaissance et Savoir. Pierre Leroux travaille sur ce terrain depuis de longues années. Je suis ethnologue, formé à l'université et qui a fait beaucoup de terrain dans sa vie. Alors j'ai eu la chance, étant jeune, d'aller vivre en Afrique noire très longtemps, toute mon adolescence, et puis de lire énormément. J'ai appris l'histoire de l'Afrique avant d'apprendre l'histoire de France ou de Chine, et ça m'a ouvert des horizons. Et puis j'avais été au contact à l'âge de 11 ans de captifs en Mauritanie, des choses comme ça, qui m'avaient sensibilisé à ces drames-là. Et puis en 2004, j'ai été appelé au Cambodge par une ONG qui voulait créer une unité de recherche type CNRS avec des scientifiques libres, il n'y en a pas beaucoup, qui voulaient bien étudier ces questions-là de manière scientifique et rigoureuse, quoi. Et puis petit à petit, je me suis pris au jeu parce que le problème, si vous voulez, c'est un jeu, c'est un drame et on ne peut pas rester... Moi, généralement, je suis un scientifique, donc je reste un peu neutre, mais là, non, parce que c'est quand même c'est très rebutant, enfin comme ça bouleverse, quoi, hein. Qu'est-ce qui bouleverse en l'occurrence ? Si vous voulez, moi j'enquêtais sur le terrain, donc j'ai été chercher les histoires et j'allais au contact des trafiquants, des trafiqués, des victimes, des prostituées, des enfants kidnappés, enfin des choses comme ça. Donc c'est dans tout le sud-est asiatique, quoi. Et alors j'ai été amené à voir des choses que je connaissais déjà parce que j'ai une expérience de plus de 15 ans de terrain en Asie du Sud-Est. J'ai vécu longtemps en Thaïlande, bon, je parle la langue, je me débrouille en vietnamien, en khmer, en malais, donc je me repère un peu dans tous ces coins. Donc voilà, alors j'ai voulu aller plus loin et puis je me suis aperçu assez vite que les experts racontaient pas mal de bêtises.
Alors notamment parce qu'en fait, ils ne savent pas trop de quoi ils parlent. Par exemple, quand on dit, même si c'est pour une bonne cause, on dit il y a 4, 5, 6, 7 millions d'enfants kidnappés, violés, prostitués chaque année, c'est pas vrai, quoi. C'est-à-dire, ce qui n'est pas vrai, c'est le chiffre, évidemment. Évidemment, c'est des millions ou des milliers, mais c'est trop. Mais il faut être sûr de ce qu'on dit. Or, là, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de comptabilité parce que personne n'enquête. Alors donc, j'ai été amené récemment à créer à vouloir créer un observatoire international de l'esclavage et de la traite humaine, surtout sur le sud-est asiatique, mais à vocation universelle plus tard. Donc ce livre Bétail humain est un premier volet d'un triptyque de 3 ouvrages qui sont à la fois personnels et collectifs. Celui-ci cherchait à recoller, si vous voulez, au sens de récollement d'un musée, quoi, de récoller des textes qui seraient intéressants, mais qui seraient oubliés. Les textes de Baudry et des autres, ce sont des militaires, des officiers coloniaux très, très compétents d'ailleurs à leur époque, des administrateurs, des juristes, et qui ont eu une expérience de l'Indochine et de la Chine du Sud, parce que l'ex-Indochine française avait aussi une grosse partie, une petite enclave en Chine du Sud, et puis aussi à Shanghai, et puis à Canton. Et l'ensemble formait cette Indochine. Ces gens-là s'intéressaient à la situation dans ces territoires. Or, nous nous sommes aperçus avec mon collègue Nicolas Lenné, qui prépare sa thèse sur ces questions concernant le Vietnam, nous nous sommes aperçus que la situation actuelle en 2008-2009 était très similaire à celle décrite par ces observateurs en 1880, en 1920, etc. Alors c'est quand même très perturbant parce qu'il y a de la littérature, on a eu la chance, dans la malchance, d'avoir la colonisation française a eu pour conséquence d'archiver, donc on a des traces, au moins ça, quoi. Au moins qu'il y ait un bénéfice. Donc on a quand même certaines traces, en tout cas pour la fin du 19e. C'est moi qui suis sa petite, son ananas, son ananas, son anamite. Je suis vive, je suis charmante, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, Satan kiki, Satan quinoise. D'autres lui ont les 12 yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux. Soir en cause de tas de choses, avant de se mettre au pied, oh pardon, j'apprends la géographie, la Chine et de la Mandchourie, les frontières, les rivières, le fleuve jaune et le fleuve bleu. Il y a même l'amour, c'est curieux, qu'arrose l'empire du milieu. C'est moi qui suis sa petite, son ananas, son ananas, son anamite. Je suis vive, je suis charmante, comme un petit oiseau qui chante. Alors justement, lorsque les coloniaux ont débarqué en Asie du Sud-Est, pour satisfaire la politique coloniale de la France, qu'est-ce qu'ils ont découvert ? C'est-à-dire que des situations très complexes. Alors, en Asie du Sud-Est, il y a le poids de la Chine et des invasions internes qui ont été très nombreuses. Par exemple, il faut savoir que, en ce qui concerne, on prend le Vietnam, Laos, Cambodge pour simplifier. J'inclus aussi la Malaisie parce qu'elle joue un rôle très important dans notre histoire. Tous ces pays-là étaient peuplés de populations vivant en forêt, des bandes, de chasseurs-collecteurs et d'essarteurs. Les essarteurs sont les agriculteurs itinérants sur brûlis, un peu comme en Guinée, qui coupent la forêt, la brûlent et font pousser du riz pendant 1 an ou 2, puis changent de territoire. Alors cette forme d'exploitation est très répandue en Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, elle demande une démographie très faible, mais elle est très récurrente, on la retrouve partout. C'est des populations qui ont été rapidement, très tôt colonisées, mais au sens contactées, si vous voulez, maîtrisées par des invasions internes que sont celles des Vietnamiens. D'abord une colonisation du territoire, bon ça c'est un fait, puis ensuite un asservissement individuel. C'est-à-dire que les Viettes, je dis les Viettes mais pas que, mais enfin c'est un exemple parmi d'autres, les Viettes se servaient principalement en esclaves. On se sert toujours chez l'autre, hein, c'est une règle universelle. Donc on prend en esclavage celui qui n'est pas dans la religion, celui qui n'est pas dans le groupe. Il y a 2 formes d'esclavage, si vous voulez, je le dis avant parce que l'esclavage externe, on parle de celui-ci, d'une société à une autre, d'un État à un autre.
d'une nation à une autre. Ça, c'est par exemple l'esclavage tel qu'on En l'a Afrique, connu oui. en Afrique Voilà. avec le commerce triangulaire. Quand des Européens ou des Arabes viennent chercher des Noirs d'Afrique, de tel ou tel pays, tel ou tel peuple, et les achètent ou les kidnappent et les emmènent en Amérique pour les vendre. C'est un autre pays, c'est une autre société, les actants sont différents. Tandis que l'esclavage interne, ou esclavage pour dette, c'est un esclavage qui se fait dans le même pays, dans la même société. Par exemple, quelqu'un joue aux cartes, il s'endette, ou au dé, ou il s'endette énormément, il perd sa maison, il n'a plus rien, il doit. Alors il ne sait pas quoi faire, il donne sa fille, où la fille se vend à un bordel pour payer la dette du père, enfin de l'esclavage pour dette. C'est très important en nombre et ça existe depuis très longtemps et énormément en Afrique noire, mais aussi énormément en Asie du Sud-Est, y compris en Chine. L'esclavage pour dette est très ancien et continue de perdurer. Après, l'esclavage externe, on l'a pratiquement éteint. Pratiquement, pas complètement, mais pratiquement. Mais tandis que l'esclavage interne perdure de manière terrible. Et c'est cet esclavage aujourd'hui qui est le plus important. C'est celui qui conduit à la prostitution en particulier et à l'exploitation individuelle. Alors cet esclavage-là est aujourd'hui plus récurrent, plus commun. Au moment des premiers explorateurs, des premiers colons, en Asie du Sud-Est, c'est plutôt l'esclavage externe qui intervient. C'est-à-dire que ce sont des razzias, comme en Afrique, de pirates, ce qu'on appelle des commerçants, enfin c'est des pirates quoi, vietnamiens, chinois, malais, etc., qui ont razzié. Alors on razzie d'abord les proto-indo-chinois, c'est-à-dire les résidus des populations autochtones, des aborigènes, qui sont de peau plus sombre, en général. Que les Vietnamiens viennent du nord, viennent de Chine, ils ont la peau assez claire. Puis, quand on n'a pas ou quand on n'a plus de proto-indo-chinois sous la main, on prend la strate un peu au-dessus, les Khmers, c'est-à-dire les Cambodgiens. Dès que les Européens arrivent, la quinine, puis la prophylaxie de toutes sortes, les prophylaxies, les soins, etc. On fait reculer la lèpre, on fait reculer la peste. D'ailleurs, le vaccin contre la peste a été trouvé grâce aux travaux d'Yersin, qui est un pastorien, en Indochine et à Hong Kong. Tout ça fait que la population se sente de mieux en mieux avec l'apport de la technique européenne parce qu'on arrive à combattre, mais en même temps ça va de pair avec les facilités d'accès dans leur territoire. Et donc en même temps que les colons, la technologie s'améliore, en même temps les conditions sanitaires générales s'améliorent, la paix aussi, parce que les conditions de vie avant la colonisation, c'est-à-dire la vraie colonisation c'est fin du 19e, mais l'expansion européenne date de bien avant du voyage de Christophe Colomb pratiquement. Eh bien, ces populations, si vous voulez, étaient effrayées, vivaient dans une terreur presque permanente. Alors une terreur, c'est peut-être un bien grand mot, mais enfin, dans une condition d'insécurité incroyable. Bon, nous allons donc poursuivre notre mission civilisatrice. Jean Gabin dans le film d'Henri Verneuil, Un singe en hiver. Et d'abord, je vais vous donner les dernières instructions de l'amiral Guéprat, rectifiées par le quartier-maître Quentin ici présent. Voilà. L'intention de l'amiral serait que nous percions un canal souterrain qui relierait le Wang-Ho au Yangtze-Kiang. Yangtze-Kiang. Bon. Je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que Wang-Ho veut dire fleuve jaune et Yangtze-Kiang fleuve bleu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Un fleuve vert. Vert comme les forêts, comme l'espérance. Matelot et nous. Nous allons repeindre l'Asie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde. Les peuples d'Asie ont toujours, de ce qu'on sait des archives, ont toujours pratiqué de manière intensive l'esclavage, le kidnapping. Alors Baudry, le texte de Baudry que j'ai réédité avec Nicolas donc l'année dernière, est une somme d'articles de presse qu'il a compilés, parus en Indochine dans les années 20 et 30. C'est incroyable, il y a des kidnappings tous les jours. C'est-à-dire des femmes vietnamiennes, on leur pique leur fille, leur fils, sous leurs yeux dans la rue, on les kidnappe, hop, ça part en Chine, c'est vendu en Malaisie, etc. Pour le fric évidemment. Principalement c'est pour les bordels. Alors cette situation était récurrente, surtout chez les Viettes de la côte, c'est-à-dire chez les populations citadines, rurales, urbaines, et puis les campagnes vietnamiennes.
Tandis que l'esclavage qui était, les razzias qui étaient perpétrés chez les proto-indochinois, c'est plus de l'esclavage de plantation, l'esclave domestique. On avait des boys, quoi, on les attrape, on les oblige à travailler. Alors, la différence, c'est qu'on ne les paye pas, évidemment, on les nourrit. Ça peut être de manière très paternaliste, hein, très sympathique aussi. Pas forcément, il n'y a pas mort d'homme, hein, mais pas toujours, quoi. Enfin, c'est quand même de l'esclavage, quoi. Et ce qui définit l'esclavage, d'après Alain Testard, qui est un des grands spécialistes de la question aujourd'hui dans le monde, et je me réfère à son ouvrage de 2001 chez Errance, L'esclave, le roi et la dette, qui est une merveille. Je pense qu'il a raison de définir comme ça sur la base du droit, sinon on se perd dans les... c'est pas universel. L'esclave, celui qui est exclu de la parenté, de la société, et qui est exploité. Il n'y a pas forcément mise à mort. Attention aux roches. Et surtout, attention au mirage. Le Yangtze-Kiang n'est pas un fleuve, c'est une avenue. Une avenue de 5000 km qui dégringole du Tibet pour finir dans la mer Jaune. Avec des joncs et puis des sampans de chaque côté. Puis au milieu, il y a des tourbillons d'îles flottantes avec des orchidées hautes comme les arbres. Le Yangtze-Kiang, camarades, c'est des millions de mètres cubes d'or et de fleurs qui descendent vers Nankin. Puis avec tout le long des villes pontons où on peut tout acheter, les alcools de riz, les religions, et puis les garces et l'opium. Je peux vous affirmer, tenancière, que le fusilier marin a été longtemps l'élément décoratif des maisons de thé. Dans ce temps-là, on savait rire. Elle s'était mise sur la paille pour un maquereau roux et rose. C'était un juif, il sentait l'ail. Et il avait, venant de Formose, tiré d'un bordel de Shanghai. Oh, c'est beau. C'est pas de moi. J'ai des vapes comme ça qui me reviennent quand je descends le fleuve. Je croyais que c'était une avenue. On sait pas. C'est peut-être un rêve qui se jette dans la mer. Donc les Européens arrivent là et les premiers sont en plus des purs. C'est des aventuriers, quoi. C'est des idéalistes, c'est des types qui n'ont pas peur. Après viendront les faiseurs d'affaires, les escrocs, les profiteurs, et les gens bien aussi, hein. Mais il y a eu pas mal d'abus, c'est vrai, mais pas les premiers. Les premiers, c'est des héros, quoi, hein. Enfin, l'époque des héros, ça dure jamais très longtemps. Et justement, lorsqu'ils arrivent, ils mettent fin à ce processus d'esclavage. C'est-à-dire qu'ils instaurent la colonisation, mais mettent fin à cet état d'esclavage. Oui, parce que... ah oui, mais c'est très vicieux. Parce que l'esclavage en France, c'était à cause des îles à sucre, on le sait, les cannes à sucre. Bon. La betterave, c'est la betterave qui est le héros, en fait, dans l'histoire. C'est grâce au sucre de la betterave qu'on a arrêté de l'esclavage pour la canne à sucre, quoi. Et c'est parce que l'Europe, pas que la France, l'Europe entière, s'est libérée de cette contrainte canne à sucrière qu'on s'est permis tout d'un coup d'avoir une posture et le beau rôle. Nous, les héros qui luttons contre alors que pendant des années, Scholzer, qui a bataillé, mais on ne l'écoutait pas. Il a publié plein de livres, plein, on ne l'écoutait pas. Et puis un jour, on l'a écouté parce que ça correspondait à la priorité économique, quoi. C'était cynique. Et tout d'un coup, on est devenu des anti-esclavagistes militants. Formidable. C'est universel, hein. Mais disons que les personnels européens de l'époque étaient très peu nombreux. Je crois que s'il y avait 10 000 Français en Indochine, c'était énorme. Enfin, c'était vraiment un maximum, quoi. Il y avait beaucoup de morts aussi. Ils ne vivaient pas longtemps. Et on mourait de la dysenterie, hein, du palu, surtout de la dysenterie d'ailleurs. Ils étaient peu nombreux. Il y en a d'ailleurs parmi les peu nombreux. Aujourd'hui encore, il y a énormément parmi les peu d'Européens qui existent, qui vivent là-bas, il y a beaucoup d'ivrognes. Il y a beaucoup de gens qui viennent se droguer, se fumer de l'herbe, se dévoyer avec des filles, parce que c'est très facile, et qui se laissent aller. Alors finalement, c'est une vie pour eux paradisiaque. À l'époque, c'était pareil. En 1877, on a imposé comme ça les ordonnances dites de 77, où on supprime l'esclavage au Cambodge, qui était d'État. C'est-à-dire que l'État cambodgien avait des esclaves et trouvait ça tout à fait normal. En 2006, et en suivant le travail de Pierre Leroux en Asie du Sud-Est, les réalisateurs espagnols Pedro Barbadillo et Carlos Ayuso ont tourné un documentaire sur l'esclavage aujourd'hui. Mariposas du Mékong, une histoire vraie entre l'esclavage et la liberté. Film dont vous avez entendu quelques notes de musique en début de programme.
Il y avait également un extrait de film de 1962 d'Henri Verneuil avec Jean Gabin, Un singe en hiver, le roman d'Antoine Blondin. Dernièrement, Pierre Leroux a publié Bétail humain, la traite des femmes et des enfants en Indochine et en Chine du Sud, aux éditions Connaissance et Savoir, un premier jalon d'une trilogie sur les questions de l'esclavage dans le sud-est asiatique.